J'ai dessiné un dessin par jour pendant un mois et pour ceux qui ont loupé ça, cette vidéo est l'occasion de vous rattraper. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je fais une annonce en outro. C'est parti! Voilà pourquoi il vous faut absolument des feutres peinture. On peut les utiliser sur n'importe quel support. De mon côté, ça sera une carte postale en papier aquarelle. Et le sujet du jour, c'est dessiner un axoloot de Noël, dans une couronne de l'Avent aquatique. Mais comme mon truc c'est plutôt Halloween, sur chaque dessin, il y a une petite surprise creepy. D'ailleurs, je vais dessiner en vidéo un animal par jour pendant tout le mois. Sinon, le rendu des Posca est juste fou. C'est super lisse, zéro trace, ça ne traverse pas le papier, c'est opaque. On peut passer avec des couleurs claires par-dessus des couleurs foncées. Et avec un peu d'eau, on peut même y faire de très jolis dégradés. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre les règles en dessin. On vous dira souvent, les feutres à alcool, ça s'utilise sur du papier Bristol ou sur du layout. Eh bien, aujourd'hui, je mets en couleur mon hibou avec des feutres à alcool mais sur du papier aquarelle. Sinon oui, le feutre à alcool sur du papier aquarelle, ça va gâcher un peu d'encre parce que c'est très absorbant. Mais niveau rendu, ça marche tout aussi bien que sur du papier spécialisé. Par contre, ça peut vous permettre de mixer vos feutres avec de la peinture, de l'aquarelle ou tout simplement faire avec les moyens du bord si vous n'avez pas de Bristol. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément acheter de la marque? Il y a quelques jours, je vais vous montrer un dessin réalisé au Posca. Mais il y a plein d'autres feutres peinture sur le marché, comme ceux-là. En plus, ils sont marrants, il y a 2 couleurs par feutre et des points de brush. Mais est-ce que ça peut vraiment remplacer les Posca? Eh bien, on va voir ça avec mon petit pandarou, un animal adorable avec malheureusement une population menacée, parce qu'il reste moins de 10 000 pandarous actuellement. Pour en revenir au feutre, à la première couche de feutre, on voit bien des imperfections, mais à la deuxième, tout est bon. On pourrait se dire que c'est une perte de temps de faire 2 couches, mais le temps qu'on gagne avec les points de brush compense largement ce petit contretemps. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de débuter l'aquarelle. Je sais que c'est quelque chose de super intimidant, mais est-ce que vous saviez que ça peut être décliné en feutre et en crayon ? Et c'est justement ces 2 options que je vous montre aujourd'hui, sur mon petit chat. Du coup, si vous avez peur de l'aquarelle et pas la patience de faire du crayon de couleur, le crayon aquarelle est fait pour vous. C'est une bonne entrée en matière pour ce type de peinture, et en plus, vous n'avez pas besoin de vous appliquer dans vos coups de crayon, un pinceau et de l'eau, et tout va bien, il n'y a plus aucune trace. Vous devez absolument tester les Triblen Spectrum Noir. Ce sont des feutres à alcool super fun, surtout pour les débutants. Chaque feutre est composé de 3 petits feutres, et ils ont chacun une nuance différente d'une même couleur. Il y a un feutre clair, un moyen et un foncé. Quand on sait que c'est l'idéal d'avoir 3 nuances différentes d'une même couleur pour faire un dégradé, on comprend que c'est le combo parfait. Plus besoin de trouver des matchs entre nos différents feutres. Je n'en ai pas beaucoup, alors j'ai dû compléter avec mes Pro Markers pour les zones grises de ma petite chauve-souris. En tout cas, je suis trop fan du concept de ces feutres. Je trouve ça super original. Les acryliques marqueurs Artix méritent d'être testés. Ce sont des feutres peinture avec des pointes brush. Pour que la peinture fonctionne avec ce type de pointe, elle est plus fluide, plus diluée et donc moins opaque que des Posca. Par contre, l'application est plus facile et rapide. Je les trouve plus adaptés pour dessiner, mais peut-être moins polyvalents. Ils vont être moins efficaces sur des supports très particuliers comme le métal ou le plastique. J'ai dessiné ma petite hermine sur du papier, donc tout va bien. Et sinon, un autre avantage de cette gamme, c'est la variété des couleurs. J'en ai 60 différentes. Tandis que chez Posca, si on enlève les métalliques, fluorescentes et pailletées, il n'y a que 44 couleurs. Faut pas hésiter à mélanger les différentes marques d'un même médium. Sur mon dessin, j'avais mélangé plusieurs marques de feutres à alcool. Les Spectrum Noirs, les Pro Markers et les OU. D'ailleurs, aujourd'hui c'est Noctali.
Je ne saurais pas trop dire si Noctali est mon évolution d'évolue favorite. Mais j'adore sa vibe très nocturne et ses anneaux qui brillent dans le noir. Vous avez une évolution préférée, vous ? Et pour en revenir à ma mise en couleur, ça m'arrive souvent de faire des mélanges de marques lorsque je suis à la recherche d'une couleur bien précise. Même lorsqu'on a toute la gamme d'une marque de feutre, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les couleurs qui existent. D'autres marques peuvent avoir des nuances légèrement différentes. Je dois être un peu contrôle fric parce que je veux absolument la couleur que j'ai en tête. On ne peut pas mélanger tous les médiums ensemble. Et je vais l'apprendre à mes dépens en dessinant un petit écureuil avec mes pinceaux aquarelles seigneliers et les crayons de couleur luminance. Je fais les aplats avec les pinceaux seigneliers. Ils ont de l'encre aquarelle directement dans leur réservoir. On retrouve complètement les sensations de l'aquarelle, beaucoup plus qu'avec des feutres. Et j'ai fait mes ombrages au crayon de couleur. En général, l'aquarelle et les crayons, ça marche super bien. Mais pas aujourd'hui, je suppose que je n'avais encore jamais testé ce mix, parce que l'aquarelle a un rendu mat et les crayons un rendu brillant. Je trouve que ça jure complètement. Je pense que j'ai complètement raté la mise en couleur. Dans les mythes, la biche est représentée comme un guide, une créature qui fait le lien entre notre monde et le monde magique. Il y a 3 clins d'œil dans mon dessin. Pour représenter le lien de la biche avec le monde magique, j'ai mis des petits fantômes qui semblent se manifester autour d'elle. Ensuite, avec l'approche des fêtes, j'ai voulu rappeler l'ambiance des marchés de Noël et des manèges enchantés, en la représentant comme une élégante monture de carrousel. Et le dernier clin d'œil est le petit nez rouge, parce qu'on sait tous que le cerf préféré du Père Noël a le nez de cette couleur. Ce n'est pas un chien sur ce dessin, ne vous fiez pas à cette ambiance festive et cette niche en pain d'épices. Les choses pourraient être bien différentes de ce qu'elles paraissent. Saviez-vous que les sorcières n'adoptent pas que des chats ? À travers de nombreux récits de chasse sauvage, on retrouve le chien dans les familles de sorcières. Je sais que c'est assez rare d'associer chien et sorcière. Et pourtant, on raconte qu'ils peuvent être de fidèles familiers, voire même des sorciers ou sorcières métamorphosés. Pour reconnaître les chiens métamorphes, il y a quelques petites choses à savoir. Certains seraient capables de voler, d'autres auraient des yeux luisants et lumineux, et d'autres encore auraient une queue de démon. Vous n'aviez jamais imaginé un fennec comme ça. Peut-être que vous connaissez le fennec pour ses grandes oreilles, son ouïe fine et sa capacité à survivre dans le désert. Mais connaissez-vous les mythes et légendes à son sujet ? Certaines croyances relient le fennec aux esprits du désert. Avec son ouïe fine, il serait capable d'en entendre les suppliques et de guider les âmes perdues à travers le Sahara. Il est parfois considéré comme le messager des esprits, ou directement comme une manifestation des djinns, ces créatures mythologiques faites de feu sans fumée qui peuvent s'avérer aussi bienveillantes que menaçantes. Croiser un fennec est un avertissement, une manifestation qui peut vous guider vers le malheur ou la bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se détendre avant les fêtes ? Moi, quand je pense à l'hiver et à Noël, je pense chocolat chaud. Et quand je pense à un animal calme et zen qui pourrait matcher avec le mood cosy de la période, je pense forcément au capybara. Quoi de mieux que de le voir se prélasser dans sa crépitasse, comme s'il était au beau milieu d'une source chaude. Et n'oublions pas la petite touche de chantilly pour couronner le tout. D'autant que le capybara est souvent considéré comme le gardien de l'harmonie. Dans les mythes et légendes, de l'harmonie entre les mondes spirituels et le nôtre. Et dans notre réalité, de l'harmonie entre les espèces. Car le capybara est connu pour pouvoir vivre pacifiquement avec les autres animaux. Quoi de mieux qu'un animal avec cette symbolique pour Noël ? Connaissez-vous le point commun entre un lapin et un casse-noisette ? Alors, les casse-noisettes, vous les connaissez sûrement grâce au balai casse-noisette. Mais à la base, ce sont des ustensiles originaires d'Allemagne qui servaient à casser des noix. Et avec le temps, ils sont devenus des objets de décoration porte-bonheur. Dans les légendes, on dit qu'ils protègent les maisons des mauvais esprits et qu'ils attirent la chance pendant les fêtes. Et le lapin alors ? Lui aussi est souvent vu comme un symbole de chance dans plein de cultures. Mais attention parce qu'il y a un twist. Si vous croisez un lapin au mauvais moment, comme au début d'un voyage,
Ça peut au contraire vous porter malheur. Vous pensiez tout savoir sur Philali ? Ce Pokémon est peut-être bien plus surprenant que vous ne le croyez. Philali est connu pour son incroyable lien avec la nature. Grâce à son corps feuillu, il peut, comme une plante, faire de la photosynthèse et purifier l'air autour de lui. On dit même que sa simple présence permet de rendre les lieux plus sereins et agréables à vivre. Dans les forêts où il vit, son odeur rappelle celle des feuilles fraîches. En hiver, on pourrait croire qu'un Pokémon plante comme lui serait en difficulté, mais ses feuilles épaisses lui permettent de résister au froid tout en continuant à s'épanouir. Une vraie petite merveille de la nature, soyons honnêtes, il manque cruellement à nos vies. C'est typiquement le genre de Pokémon que j'adorerais avoir en animal de compagnie. Et vous, quel Pokémon aimeriez-vous adopter ? Le moineau n'est pas un simple oiseau. La légende que je vais vous raconter remonte à la Grèce antique. On y racontait que le moineau était un passeur d'âmes, capable de faire le lien entre notre monde et le monde des esprits. Mais la Grèce antique ne s'est pas arrêtée là. Le moineau était aussi considéré comme sacré par la déesse Aphrodite. Il était considéré comme un symbole de la passion, de la fertilité et des relations humaines. Ça en fait des rôles pour un si petit oiseau. Mais en Europe, il y a encore d'autres superstitions. On raconte que si un moineau entre dans une maison, cela pourrait annoncer une nouvelle naissance, ou au contraire, un présage de malheur. Un peu comme le lapin d'hier, cet oiseau minuscule semble jouer sur les paradoxes. Symbole de renouveau ou présage funeste. Le moineau ne choisit jamais clairement son camp. Savez-vous ce qui relie la déesse Héra et l'ours ? Vous connaissez sûrement la constellation de la Grande Ourse. Mais saviez-vous qu'elle est liée à une ancienne légende grecque ? On raconte que Callisto, une nymphe fidèle à Artémis, a été transformée en ours par Héra, jalouse de sa relation avec Zeus. Zeus, quant à lui, touché par son sort, l'a ensuite placée dans le ciel pour qu'elle brille à jamais. Depuis, l'ours est vu comme un symbole de force, mais aussi de protection, guidant les voyageurs sous les étoiles. On raconte même qu'un enfant né sous la constellation de la Grande Ourse serait béni par une vie de courage et de résilience. Je ne sais pas si je dois louer l'ours pour sa symbolique ou m'amuser de la jalousie et des infidélités des dieux grecs, à qui l'on doit autant d'histoires qui influencent encore la culture et les récits d'aujourd'hui. Voilà pourquoi le hérisson est un rempart contre les sorcières. Malheureusement, le hérisson est aujourd'hui classé comme en quasi-menace d'extinction. Mais il était autrefois beaucoup plus présent sur nos territoires. Et il a toujours eu une très bonne réputation. Protecteur des jardins, des forêts et des récoltes, avec ses piquants, le hérisson a aussi toujours été associé à la défense et à la protection. Dans les légendes européennes, on raconte que cet animal discret pouvait éloigner les mauvais esprits et protéger des malédictions. Certains allaient même jusqu'à porter des amulettes à son effigie pour se sentir en sécurité. Le hérisson est aussi souvent associé à un animal malin dans les contes et légendes, capable de déjouer les plans des prédateurs et même du si rusé renard. S'il existe un animal capable de déjouer discrètement les sombres desseins des sorcières, c'est bien lui. Et je suis sûre que vous ne connaissiez pas cet aspect de lui. Connaissez-vous le lien entre les loups et les sorcières ? Je pourrais vous parler de légendes très connues, comme celle de Fenrir ou des loups-garous. Mais je préfère vous en raconter une moins courante, qui remonte au Moyen-Âge. On racontait qu'un loup errant seul autour des habitations n'en était pas un, mais qu'il s'agissait d'une sorcière. Parce que le loup est la forme de prédilection des métamorphoses. Une forme idéale pour se déplacer discrètement, effrayer les voyageurs et protéger l'habitation des sorciers. Mais ça ne s'arrête pas là. Les sorcières seraient capables de contrôler des meutes entières et de les pousser à attaquer pour elles. Comment reconnaître ces loups ? Ils sont plus grands, plus féroces que les loups classiques, mais ils ont aussi les yeux luisants dans la nuit. Vu la peur qu'inspiraient les sorcières et les loups au Moyen-Âge, on comprend pourquoi les légendes ont tendance à les associer. Et j'avoue, je trouve ce mélange fascinant. Les dragons ne sont que des montures de sorcières ? Les légendes des Carpates parlent de sorcières vivant dans les montagnes, capables d'invoquer et de commander des dragons. Ces créatures mythiques étaient bien plus que de simples dragons. Elles protégeaient les sanctuaires des sorcières, déclenchaient des tempêtes ou terrifiaient leurs ennemis.
Ces dragons étaient plus grands, plus puissants, leurs écailles luisaient comme des éclairs et leurs yeux reflétaient la magie. On raconte même que certaines sorcières allaient plus loin que de les utiliser comme de simples montures. Elles allaient jusqu'à fusionner leur âme avec celle d'un dragon pour devenir elles-mêmes ces créatures légendaires. Ce sacrifice leur permettait de voler dans les cieux et de décupler leur puissance, au prix de leur humanité. Personnellement, je ne suis pas certaine de l'intérêt d'un tel sacrifice. Mais en même temps, je ne suis pas une sorcière des Carpates. À moins que... Ce n'est pas un dessin de souris. Dans les légendes européennes, les sorcières avaient un lien un peu particulier avec les souris. Déjà, elles pouvaient se transformer en rongeurs pour s'introduire dans les maisons, espionner les habitants et prononcer leurs malédictions. Par contre, certaines souris en étaient vraiment, mais elles étaient envoyées par les sorcières pour transmettre des objets ensorcelés, des maladies ou se venger en ruinant les récoltes. Mais pour une fois, les légendes apportent des solutions pour vous protéger, et comme je suis sympa, je vais aussi vous les donner. La première solution est de planter de la sauge ou du romarin à proximité de votre domicile. Et la deuxième est d'accrocher des clochettes et des amulettes à l'intérieur de chez vous. Alors, si vous remarquez qu'une souris a tendance à trop s'approcher de votre porte, maintenant vous savez quoi faire. Connaissez-vous cette horrible légende sur les phoques ? Cette fois, je ne vais pas vous raconter une histoire de sorcière, mais l'histoire des Selkies tirée du folklore celtique. On raconte que les Selkies sont des phoques capables de devenir humains lorsqu'ils retirent leur peau. Une légende raconte qu'un pêcheur fasciné par la beauté d'une Selkie vola et cacha sa peau pour qu'elle ne puisse plus retourner à l'eau et reste humaine à ses côtés. Il fit de cette Selkie sa femme. Oui, c'est absolument horrible comme histoire. Mais sachez que les Selkies privées de leur peau ne cessent jamais de la chercher. Si elles la retrouvent, elles abandonnent tout derrière elles pour retourner à l'océan. Peut-être que chaque phoque que vous croisez cache en réalité une histoire d'amour perdu et de liberté retrouvée. Une de ces légendes sur le serpent est fausse. Saurez-vous deviner en commentaire laquelle des deux j'ai inventé ? Première légende. On raconte qu'un serpent géant décida d'offrir un cadeau aux humains. Il leur donna une graine mystérieuse promettant qu'elle apporterait richesse et prospérité. Mais une fois plantée, la graine donna naissance aux plantes vénéneuses et aux poisons. Depuis, on dit que c'est pour ça qu'aujourd'hui le serpent a si mauvaise réputation. Deuxième légende. On raconte qu'un serpent mythique arc-en-ciel sillonnant les paysages froids et inhospitaliers de la Terre décida de plonger dans les profondeurs du monde. Il en ressortit en portant le feu sur son dos, qu'il offrit aux humains afin qu'ils puissent se réchauffer, se nourrir et se défendre dans ce monde hostile qui devient le nôtre. Alors, vous avez deviné ? Une de ces légendes sur le raton laveur est fausse. Saurez-vous deviner en commentaire laquelle des deux j'ai inventé ? Première légende. Un jour, un raton laveur rencontra un esprit des eaux qui gardait jalousement ses poissons. Affamé, le raton laveur parvint à lui en voler grâce à sa ruse. Fou de rage, l'esprit le maudit pour qu'il ne puisse plus jamais assouvir sa faim. Depuis, on raconte que c'est pour ça que le raton est en constante recherche de nourriture. Deuxième légende. Un jour, un raton laveur avide d'objets brillants vola les précieux artefacts d'un puissant mage. Furieux, le mage lança une malédiction. Il fixa un masque noir autour des yeux du raton pour qu'il soit marqué comme voleur aux yeux de tous. Depuis, on raconte que c'est pour ça que le pelage du raton est si reconnaissable. Alors, vous avez deviné ? Une de ces légendes sur le panda est fausse. Saurez-vous deviner en commentaire laquelle des deux j'ai inventé ? Première légende. On raconte que les pandas étaient à l'origine noirs, de la même couleur que la nuit éternelle qui planait sur le monde. Les êtres vivants souffraient de cette obscurité constante et ont supplié les pandas de les aider. Les pandas demandèrent à la lune de laisser quelques heures au soleil, en échange d'une partie de leur pelage noir pour que la lune puisse se camoufler. Deuxième légende, on raconte que les pandas étaient à l'origine blancs. Les dieux les avaient chargés de protéger les forêts de bambou, jusqu'au jour où un dragon essaya de les détruire. Un terrible combat opposa le dragon et le panda. Le panda en sortit victorieux, mais son pelage resta marqué par la couleur des bambous brûlés. Alors, vous avez deviné ? Une de ces légendes sur les lémuriens est fausse. Saurez-vous deviner en commentaire laquelle des deux j'ai inventé ? Première légende. On raconte qu'autrefois les lémuriens étaient des créatures très malines. Poussées par leur malice, elles tourmentaient les autres espèces. Les humains exaspérés demandèrent de l'aide aux dieux qui décidèrent de retirer leur voix aux lémuriens. Mais dans leur bonté, ils leur offrirent en retour l'agilité, pour qu'ils puissent échapper à ceux qu'ils avaient tourmentés. Deuxième légende.
Autrefois, on racontait que les lémuriens étaient des créatures très sages, mais leur curiosité les poussa à apprendre toujours plus de nouvelles choses, en oubliant progressivement les anciennes traditions. Les dieux attristés punirent les lémuriens en leur ôtant leur voix, les forçant à ne s'exprimer plus que par des gestes et des mimiques. Alors, vous avez deviné ? Une de ces légendes sur les grenouilles est fausse. Sauriez-vous deviner en commentaire laquelle des deux j'ai inventé ? Première légende. On raconte qu'après la création de la Terre, une zone d'eau fut créée. Et dans cette zone d'eau naquit la grenouille. En sautant d'un point à l'autre de la Terre, elle créa sous ses pattes les ruisseaux, les rivières et les fleuves, façonnant ainsi le paysage que l'on connaît aujourd'hui. Deuxième légende, on raconte qu'après la création de la Terre, une vaste marée noire se déversa sur le monde. De cette eau sombre naquit la grenouille. En sautant d'un point à l'autre, elle laissa derrière elle des terres stériles et des déserts, en asséchant les plans d'eau sur son passage. Elle fut alors punie, contrainte de rester prisonnière pour toujours des eaux troubles. Alors, vous avez deviné ? Les loutres sont dangereuses. Dans certaines légendes nord-américaines, les loutres n'en étaient pas vraiment. On raconte qu'elles étaient des métamorphes, capables de prendre forme humaine. Et leurs intentions étaient principalement mauvaises. Elles avaient pour habitude de séduire les pêcheurs ou les voyageurs imprudents en les attirant dans les eaux profondes avec leur beauté surnaturelle. Une fois la distance parcourue impossible à remonter, elles révélaient leur véritable nature et entraînaient à jamais leurs victimes à travers les profondeurs. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Et si les loutres n'en étaient pas ? Et si elles étaient en fait des sirènes des rivières ? C'est intéressant de voir que les légendes mettent si souvent en avant des créatures métamorphes, et que le danger prend alors forme humaine. Le renard, animal cruel ou tragique ? Le renard est un animal riche en légendes, surtout du côté de l'Asie. J'imagine que vous avez tous déjà entendu parler du kitsune japonais, mais il existe aussi le Hulijin chinois. Les Hulijin sont des renards qui absorbent la lumière de la lune pour accroître leur puissance. Ils se transforment en femmes magnifiques pour piéger les humains et se nourrir de leur énergie vitale. Les kitsune ont beaucoup de similitudes avec eux, à la différence qu'ils acquièrent leur pouvoir avec l'âge et le temps en gagnant des queues supplémentaires. Ils peuvent aussi se transformer en femmes pour tromper les humains, mais on raconte que le kitsune a le cœur plus tendre et qu'il finit souvent par tomber réellement amoureux de l'humain qu'il cherchait à piéger. Il peut l'épouser et fonder une famille avec lui, mais si sa nature de renard est découverte, il est contraint de tout quitter. Le renard chinois est plus sombre et cruel, tandis que le kitsune, bien que parfois rusé et perfide, peut aussi être plus triste et tragique. Est-ce que vous connaissiez ces deux créatures légendaires ? La licorne est le symbole de la liberté. On raconte qu'autrefois les licornes vivaient dans une forêt enchantée. Elles étaient si fières et si puissantes qu'elles attirèrent la jalousie d'un roi tyrannique. Il utilisa la ruse pour réussir à capturer une licorne. Il la força à vivre en captivité et essaya de la dompter. Mais la licorne capturée refusa de boire, refusa de manger, refusa de céder sa liberté et préféra s'éteindre dans la fierté. C'est pour ça que la licorne est utilisée par l'Écosse comme symbole national. Elle représente la résistance et l'indépendance face à l'oppression. On la retrouve d'ailleurs sur les armoiries royales écossaises. Est-ce que vous connaissiez cette légende ? Vrai ou faux ? Saurez-vous deviner si cette légende sur les manchots est vraie ? Ça fait 1 mois que je vous prépare pour ce défi final. Aujourd'hui, je ne vous raconte qu'une légende et vous devez choisir votre team en commentaire. Vraie légende ou histoire inventée ? On raconte qu'autrefois les manchots étaient bien plus que de simples oiseaux. Ils étaient les gardiens des pôles et de l'équilibre du monde. Leur plumage noir renfermait la nuit, tandis que leur ventre blanc portait en lui la lumière du jour. On dit qu'ils pouvaient aussi invoquer les aurores boréales pour guider les navigateurs perdus dans l'immensité glacée. Et que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui le manchot est un si bon navigateur, capable de nager entre étoiles et courants marins. Alors, à votre avis, est-ce une vérité cachée ou une histoire inventée ? À vous de me dire tout ça en commentaire. J'ai décidé de mettre en vente les 30 dessins originaux de ce challenge. Pour ceux que ça intéresse, le lien de ma boutique est en description de la vidéo. Et avant de partir, dites-moi lequel de ces 30 dessins est votre favori. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à bientôt.